Donc bonjour. Complément chapitre 17, les accélérateurs linéaires de particules. Donc cette partie de leçon, c'est une application de la leçon sur le mouvement des particules chargées dans un champ électrique uniforme, mouvement donc des électrons, des protons dans un champ électrique uniforme. Alors c'est une application. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Bon, ça c'est intuitif, hein, accélérateur linéaire de particules. Donc ça concerne le mouvement d'électrons ou de protons qui sont accélérés et d'une façon rectiligne. Donc il existe des accélérateurs linéaires de particules circulaires. Là, c'est droit. Voilà, donc il y a deux types d'accélérateurs linéaires de particules. On va un petit peu les étudier. Alors d'abord, il faut que je fasse d'abord une notion qu'on n'a pas vue et qui est importante en électricité, c'est la notion de potentiel électrique. Alors c'est une notion abstraite. Voilà, donc je vais un petit peu expliquer, mais ça reste quand même abstrait. Et on va redéfinir une tension. Hein. La définition, on ne vous a jamais vraiment défini ce qu'est une tension électrique. On va la redéfinir. Bon, ça restera toujours abstrait quand même. Hein. Donc j'ai pris un exemple. Je prends ce circuit électrique. Donc dans ce circuit électrique, donc, il y a un courant qui circule. Voilà. Donc un courant qui circule au point P, au point A, au point B, voilà. Et puis si j'avais mis un point E ici, au point F ici. Et dans un circuit électrique, chaque point est caractérisé par deux grandeurs physiques qui caractérisent l'état du point, l'état électrique du point d'un circuit. Ces deux grandeurs, c'est l'intensité en ce point, et une nouvelle grandeur que vous ne connaissez pas, le potentiel électrique en ce point. Hein. Donc chaque point d'un circuit est bien caractérisé par deux grandeurs, son intensité, l'intensité électrique et le potentiel. Hein. Donc ça, on écrit, donc chaque point d'un circuit électrique est caractérisé par deux grandeurs, l'intensité en ce point. Alors j'ai pris des exemples. Donc au point P, par exemple, l'intensité vaut 0,15 ampères. Au point B, l'intensité vaut 0,15 ampères, hein, dans ce circuit-là, puisqu'on a un circuit série. Si on avait mis une deuxième branche ici, en parallèle, hein, au point P et au point B, il n'y aurait pas eu la même intensité, hein, puisque l'intensité se divise au niveau du nœud ici. Hein. Voilà, donc tous les points d'un circuit sont caractérisés par une certaine intensité, qui n'est pas forcément la même, et autre grandeur, chaque point est caractérisé par un potentiel électrique, c'est une nouvelle grandeur. Alors la lettre symbolisant le potentiel électrique, c'est la lettre V majuscule, hein. C'est différent de U, hein. U c'est la tension. Là, c'est la lettre V majuscule. Et l'unité, c'est le volt. Donc, le symbole de l'unité, c'est aussi V. D'accord? Alors, donc j'ai mis des exemples. Au point P, eh bien, donc ça vous l'admettez. Au point P, le potentiel électrique vaut plus 6 volts. Voilà. Au point B, 2,8 volts. Voilà. Au point A, plus 6 volts. D'accord. Voilà. J'aurais pu mettre au point N, j'aurais pu mettre 0 volts. Alors le potentiel peut être aussi négatif, hein, dans certains cas. Alors, pour que ça soit un peu plus concret quand même, si on prend un corps, voilà, par exemple je prends une règle en plexiglas et puis je la frotte avec de la laine, donc je vais arracher des électrons à la règle, donc la règle va être chargée positivement, on va dire, elle va avoir des charges électriques positives, et bien le potentiel électrique de la règle, la règle aura un certain potentiel électrique qui sera positif. D'accord. Et un corps chargé négativement a un potentiel électrique négatif. Hein, voilà. Ben, l'idée c'est ça, hein. Plus un corps est chargé, plus positivement, plus le potentiel électrique sera élevé, hein, en volts. En volts. Alors un corps possédant beaucoup de charges positives aura un potentiel électrique élevé. Si le corps possède beaucoup de charges négatives, il aura un potentiel très négatif. Alors, je redéfinis la tension. La définition qu'on donne de la tension, c'est celle-là. Hein. Donc, bon, il y a plusieurs définitions, mais ça, c'est une définition un peu théorique qu'on donne de la tension. La tension, c'est une différence de potentiel. Hein. Voilà. Alors, par exemple, si on a la tension UAB, hein, donc la tension, mettons au bord de la résistance, hein, la tension UAB, eh bien, c'est une différence de potentiel, c'est le potentiel de A, la valeur du potentiel de A, moins la valeur du potentiel de B. Voilà. Donc voilà, donc la tension UAB, la première lettre écrite ici, deuxième lettre. Hein, voilà, une tension, c'est une différence de potentiel. Voilà, donc différence de potentiel, soustraction de potentiel.
Alors j'ai mis un exemple, hein. Je vous avais donné le potentiel en A, j'avais mis 6 volts, le potentiel en B, j'avais mis 2,8 volts. Et bien si je veux connaître la tension, eh bien je fais la différence, hein, 6 moins 2,8, 3,2 volts. Voilà. Alors je reviendrai après là-dessus. Oui, je reviendrai après là-dessus, j'utiliserai cette histoire ces notions de potentiel. Alors, on va étudier deux accélérateurs de particules. Le premier, 1933, le premier, donc, hein, 22 graphes. Alors, le schéma est le suivant. Donc, j'ai une source qui produit des électrons à vitesse nulle. J'ai une première électrode dont le potentiel est nul. Donc pas de charge, ça veut dire pas de charge. Et donc l'électron est au niveau, je sais pas, en fait l'électron il est au niveau de cette électrode. Alors cette électrode c'est tout simplement un cercle, hein, d'accord, un cercle. Potentiel nul. Alors ensuite j'ai d'autres électrodes qui ont des formes de tubes. Hein, donc là, ça c'est creux ici, hein, l'électron va passer ici, donc un tube ici, un autre tube ici. Alors la périphérie de ce tube est chargée, hein, possède des charges plus, et le potentiel vaut 10 kV. Donc là, j'ai un autre tube, une autre électrode, et le potentiel est encore plus grand, 20 kV. Et puis un troisième, 30 kV, voilà, 40 kV, et ça continue. Hein. On a une succession de tubes comme ça. Hein. Et on a une distance entre les tubes, des 1, des 2, voilà, on a une certaine distance. Bon, alors, l'électron, là, il va circuler, hein, il va être accéléré, et il va avoir cette trajectoire. Donc on va expliquer pourquoi. Hein. Et il va accélérer, on va expliquer pourquoi. Alors, ici, j'ai un corps qui est chargé positivement. J'ai l'électron qui est chargé négativement. Donc, intuitivement, il va de soi que l'électron va être attiré vers l'électrode chargée positivement et il va passer, hein, dans l'électrode. Okay. Donc, du coup, il y a un champ électrique ici, hein, entre l'électrode A et l'électrode B, il y a un champ électrique. Alors, je vous avais dit que pour trouver le sens du champ électrique, je vous avais dit, le champ électrique est orienté vers les potentiels décroissants. Hein. Et donc on a vu maintenant la notion de potentiel. Donc le potentiel de cette électrode est positif, le potentiel de cette électrode est négatif, donc le champ électrique, il est dirigé de B vers A. Alors, on l'écrit comme ça, E1. Autre façon de raisonner, un peu plus compliqué. Pour trouver le sens du champ électrique, on se place là où on veut trouver le sens du champ électrique. On imagine une charge positive. Cette charge positive subit une force donc par les charges positives qui sont ici vers la gauche, et le sens de cette force donne le sens du champ. Voilà. Mais bon, maintenant on utilise plutôt la définition. Le champ électrique est dirigé vers les potentiels décroissants, c'est plus simple. Voilà, donc du coup l'électron va subir une force électrique, donc F égale QE, dans l'autre sens, hein, dans le sens opposé, donc de A vers B, et il va être accéléré. Donc d'ici, de A à B, l'électron est accéléré. Alors je ne sais pas ce que j'ai écrit après, donc le vecteur E est dirigé vers les potentiels décroissants. Oui, alors, donc, la valeur de E, en général, on ne la connaît pas. En revanche, ce que l'on connaît, c'est la tension entre les deux électrodes. Ça, on connaît. Et donc la relation entre E et la tension, donc ça on vous le donne, hein, vous n'avez pas le savoir, et bien le champ électrique, c'est la valeur de la tension, hein, entre les deux, divisé par D1. Alors la tension doit être positive ici, hein, puisque là c'est la valeur qu'on a. Hein. Alors on a dit que la tension c'était une différence de potentiel, donc la tension c'est VB moins VA, alors je crois que je l'ai écrit, oui, VB moins VA, VB a un potentiel positif, A a un potentiel nul, donc on a bien une tension positive ici. Voilà. Alors maintenant, donc voilà. Alors là on a expliqué la trajectoire de l'électron entre A et B, donc trajectoire rectiligne, il a accéléré. Donc l'électron rentre dans le tube. Alors maintenant on va regarder un petit peu le champ électrique à l'intérieur du tube. Donc ce que j'ai fait à l'intérieur de ce tube là. Donc ce que j'ai fait une vue de face. Voilà, hein, une vue de face. Donc il y a des charges plus tout autour du tube. Voilà, quel est le champ électrique au centre? Alors pour ça, le champ électrique au centre, il est dû au champ créé par toutes les charges. Donc chaque charge crée un petit champ électrique, et on fait la somme vectorielle de tous ces petits champs, et on trouve un certain champ résultat. Alors je vais d'abord dessiner le champ électrique créé par les charges 1, 2, 3 et 4. Hein. Donc
1, je vais le dessiner, le champ, je vais le dessiner en noir. Donc je me mets ici, hein, donc au centre. Hein. Donc quel est le champ créé, par cette charge-là? Eh bien, par la pensée, je mets une charge positive ici. Elle subit une force vers le bas, hein, vers la droite, là-bas. Donc le champ va être en bas à droite. Je le dessine, E1. Cette charge plus va créer un champ électrique dans le sens opposé. La charge 3 va créer un champ électrique avec le même raisonnement vers le bas. Et la charge 4 plus vers le haut. Bon, alors on imagine qu'on fait ça pour toutes les charges, et après on fait la somme de tout ça. Bah, il va de soi que les champs s'annulent 2 à 2, et le vecteur résultant est nul. Donc le champ au centre d'un tube est nul. D'accord ? Voilà, donc ça on l'écrit. Voilà. Ici, donc E égale constante, hein, E est nul. Hein, voilà, ici E est nul. Et E est nul. D'accord ? Donc si le champ est nul, eh bien, l'électron, quand il arrive ici, il ne subit pas de force. Hein, F égale QE, hein, il ne subit pas de force. Donc il va continuer à vitesse constante. Hein. Donc dans ce type de problème, je ne l'ai pas précisé, mais on néglige bien sûr le poids et les frottements. Hein. Ils sont négligeables. Hein. La vitesse des électrons est immense. Hein. C'est 10 000 mètres, hein, 10 km à la seconde. Hein. Donc voilà, hein, le poids et les frottements ne rentrent pas en compte. Hein. Donc, et en plus de ça, en général, il y a un vide partiel qui est créé. Hein. Voilà, on enlève des molécules d'air pour limiter tout ça, les frottements. Bon, donc du coup, il n'y a que l'électron, dans tous ces problèmes, l'électron n'est soumis qu'à la force électrique. Hein. La particule n'est soumise qu'à la force électrique. Bon, donc l'électron a une vitesse constante, voilà, et après il arrive à nouveau ici. Donc ici, on réfléchit. Ici, on a un potentiel de 10 kV. Alors, c'est chargé plus. Ici, c'est aussi chargé plus, mais c'est encore plus chargé, si vous voulez. Donc, du coup, on a une différence de potentiel, hein, on a une tension, donc du coup, on va avoir un champ électrique. Hein. Hein, on a dit, regardez ici, le champ E est dirigé vers les potentiels décroissants. Eh bien, d'ici à ici, on a bien un potentiel décroissant, donc il y a un champ électrique. C'est pas parce que c'est chargé plus ici et chargé plus ici qu'il n'y a pas de champ électrique. Hein. Comme il y a une différence de potentiel, il y a une différence de charge. Si vous voulez, là, c'est très 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 chargé, et là, c'est un peu moins. D'accord ? Donc du coup, les électrons, ils vont être plus attirés, là. Hein, et de toute façon, ils vont être repoussés par ça. Hein. Donc du coup, il y a un champ électrique. Hein. Voilà. Et donc le champ électrique, eh bien, c'est la tension ici divisée par cette distance-là. Voilà. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai écrit. Oui, accélération. Bon, oui, et puis accélération aussi ici. Hein. Accélération. Et puis, il y a une succession de tubes, et donc la vitesse de l'électron augmente. Voilà, V égale constante. Alors, maintenant, les petits problèmes dus à ce montage. Alors, attendez. Alors, donc du coup, vous voyez, les électrodes ont un potentiel de plus en plus élevé. Et donc, les dernières électrodes, elles vont avoir un potentiel énorme. Donc il va y avoir énormément de charges. Et s'il y a beaucoup de charges, bah le système il peut être instable, ça peut créer des étincelles, donc on a un système instable. Donc voilà l'inconvénient de cet accélérateur, c'est que la dernière électrode, elle a des charges, elle a énormément de charges, et donc du coup ça peut créer des étincelles. Donc c'est ce que j'ai écrit. Les électrodes chargées se succèdent, la dernière peut avoir un ordre du potentiel du mégavolt. Hein. Donc l'inconvénient, le potentiel des électrodes est de plus en plus élevé, les électrodes possèdent de plus en plus de charges, des étincelles peuvent apparaître, l'air se ionise, cela perturbe le dispositif. Donc du coup, vous voyez, l'accélérateur dont on parle là, c'était 1933. Donc 1947, il y en a un autre, qu'on appelle l'accélérateur linéaire à haute fréquence, et qui évite ce problème de potentiel très élevé. Hein. Ça évite ce potentiel. Alors vous allez voir comment. Alors c'est un peu compliqué, mais bon. Alors, cet accélérateur linéaire de particules, il est constitué un peu de la même chose, hein, donc une source qui produit des électrons à vitesse nulle et des électrodes en forme de tuyaux. Mais alors, à l'inverse de l'autre, vous voyez, les tuyaux, ils ont des longueurs de plus en plus longues, hein, on verra pourquoi. Alors le principe est le même, entre les tuyaux, eh bien, l'électron va être chargé. Hein. Donc la distance entre deux tuyaux n'a pas besoin d'être importante parce qu'en fait elle dépend de la tension.
tension, hein. On va le montrer, ça dépend uniquement de la tension. Donc ça n'a pas besoin d'être... ce qui est important, c'est la tension entre les deux tuyaux. C'est ça qui permet d'accélérer, pas la distance, hein. Donc du coup, entre les électrodes, l'électron est accéléré et la vitesse est constante à l'intérieur des tuyaux, hein. Alors, comment ça fonctionne quand même? Alors, les électrodes sont chargées de la façon suivante. Il y a une alternance de charge, hein. Électrodes chargées positivement, négativement, positivement, négativement. Bon, alors, ce que je vais dessiner là, c'est en fonction du temps, le déplacement d'électrons en fonction du temps, hein. Alors, à t égale 0, voilà la situation suivante. Donc, cette électrode est chargée positivement, l'électron va être attiré. Donc, l'électron va rentrer dans cette électrode. Voilà, il est dans cette électrode. Et quand l'électron est dans cette électrode, on verra comment. Mais voilà, donc supposons que ça ne change pas, hein. Supposons que ici, donc du coup, maintenant, on a le potentiel de cette électrode est chargé, cette électrode reste chargée négativement. Donc vous comprenez, ça va poser un problème, puisque l'électron est négatif, ici c'est négatif, donc il va y avoir une répulsion, donc ça ne peut pas continuer. Donc quand l'électron est ici, eh bien cette électrode, on verra comment, va devenir chargée positivement. Et celle-là négativement, hein. Donc on change de signe, celle-là négatif et celle-là positif. D'accord. Donc du coup, l'électron, eh bien, il va être à nouveau accéléré, puisque ici, cette électrode est chargée positivement. Donc l'électron va se retrouver ici. Voilà. Et maintenant, même processus, cette électrode va changer, l'électrode qui suit le tuyau où est l'électron, l'électrode va changer de signe. Donc cette électrode va être chargée positivement. Hein, négativement, négativement, positivement. Voilà, donc cette électrode est chargée positivement, donc l'électron peut aller là, etc., etc. Alors maintenant, on va voir comment on fait pour faire ce changement de charge sur les électrodes, hein. Donc en fait, c'est le potentiel qui varie alternativement. Donc on fait ça avec un générateur. Attendez, on regarde un peu ce que j'ai écrit. Pendant le passage d'un tube à un autre, la particule est accélérée, hein, c'est ce que j'ai expliqué ici, hein. Ici c'est accéléré, ici c'est accéléré, ici c'est accéléré, mais là, dans les tuyaux, la vitesse est constante, hein. Ça on l'a montré avant. Voilà, dans un tuyau, la vitesse est constante, parce que E égale 0, d'accord. Alors, le potentiel d'étude change quand la particule se trouve entre les tubes, hein. Donc, quand la particule se trouve ici, le potentiel de l'autre tube change à ce moment-là. Donc, ça veut dire que la charge change. Voilà, alors, le changement de signe du potentiel d'un tube, voilà, donc voilà, on va expliquer maintenant comment ça change. Donc, on réalise ça avec un générateur de tension alternative, donc j'explique ça. Donc ici, on a un générateur de tension alternative. Qu'est-ce que ça veut dire, un générateur de tension alternative? Ça veut dire que la tension UAB, elle est positive pendant un certain temps, puis négative pendant un certain temps, positive, négative, positive, négative. La tension change alternativement de signe. Alors comment elle change alternativement de signe? Eh bien avec les potentiels. Le potentiel VA, on va dire que pendant un certain temps, il est positif. Et le potentiel VB, il est négatif. Alors, je crois que c'est ce que j'ai écrit, hein. Donc UAB est égal à VA moins VB. Alors, donc pendant un certain temps, le potentiel VA positif. Celui-ci négatif, VB négatif. Donc ça va faire positif moins quelque chose de négatif. Donc ça va faire positif, hein. Moins par moins, ça fait plus. Donc UAB va être positif, hein. C'est ce que j'ai écrit ici. Ça, c'est pendant une demi-période, pendant un certain temps. Pendant la même durée, à ce moment-là, le potentiel ici va changer de A, il va être négatif, hein, donc je réécris. Hein, donc ensuite, le potentiel de A va être négatif, donc moins. Et le potentiel de B à ce moment-là sera positif, donc quelque chose de négatif moins quelque chose de positif, ça fait forcément quelque chose de négatif. Et pendant cette demi-période, UAB sera positif. D'accord, voilà. Donc en fait, on change les potentiels. Le générateur voilà, fait en sorte que les points A et B changent leur potentiel alternativement, et du coup, la tension est positive et négative. Alors du coup, maintenant, comment on va faire pour charger déjà à t égale 0, pour charger nos électrodes? Et bien c'est extrêmement simple. En fait, cette électrode-là et cette électrode-là sont chargées positivement. Ça veut dire qu'elles ont des charges positives. Eh bien, tout simplement, il faut relier les électrodes électriquement au pôle A ou B qui est chargé positivement. Donc on va supposer qu'au moment où on parle là, le VA est chargé positivement. Voilà.
donc je crois que c'est ce que j'ai dessiné ici, voilà, donc on a un fil ici, eh bien, tous ces points ont le même potentiel, hein, puisque donc sur le même fil, hein, s'il n'y a pas de dipôle, on a le même potentiel. Hein. Donc ici, on va dire qu'on a plus 6 volts, par exemple, ou plus 3 volts, mettons, voilà, on a plus 3 volts ici. Voilà, et donc il suffit de relier avec un fil ce fil-là aux électrodes, ce fil-là à cette électrode-là, et ça va charger aussi, ça va charger positivement ces électrodes. Les électrodes vont être à plus 3 volts. Donc ces électrodes ont un potentiel négatif. Eh bien, il faut relier ces électrodes au point B qui va avoir un potentiel négatif, par exemple de moins 3 volts. Hein. Donc moins 3 volts ici, plus 3 volts ici, ça fait une tension de 6 volts, hein, qui est positive ou négative, hein, selon le cas. Donc tous ces points, donc le point B a un potentiel négatif, donc tous ces points ont un potentiel négatif. Donc il suffit avec un fil de relier cette électrode au potentiel ici, à ce fil-là, et on aura un potentiel négatif ici, et pareil ici. Vous voyez, donc finalement c'est assez simple. Il suffit de relier les électrodes au pôle d'un générateur. D'accord. Voilà. Alors ensuite, comment ça fonctionne ensuite? Ensuite, il faut laisser faire le système. La source ici, elle produit plein d'électrons. Elle en produit plein. D'accord. Donc, donc les électrons vont partir comme ceci. Alors certains ne vont pas être au bon moment, c'est-à-dire que certains électrons, quand ils seront ici, bah, celui-là sera négatif. Donc celui-là, il va s'arrêter. Mais d'autres, eh bien, pour un certain paquet, hein, si vous voulez, ça marche pas. Eh bien, ça va bien correspondre, et donc ceux-là, ils vont circuler. Donc en fait, il faut faire ça, voilà. On produit des électrons, et il y en a qui vont forcément arriver ici. Hein, et on met un détecteur d'électrons, et on les aura. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors cependant, il y a une petite difficulté, c'est que c'est important, il faut que les tuyaux aient une certaine longueur, sinon ça ne marchera pas. Hein, ça, il faut que les tuyaux aient une certaine longueur, à l'inverse du montage d'avant. Et donc je vais parler de la longueur de ces tuyaux maintenant. Attendez, voilà, longueur des tubes. Alors, donc là je vais supposer que l'électron, voilà, il est dans ce tuyau, hein, l'électron circule dans ce tuyau à vitesse constante, et je vais exprimer la vitesse de l'électron, et elle va dépendre, la vitesse de l'électron, bien que l'électron ait une vitesse constante, dans le tuyau, hein, je vais montrer que la vitesse de l'électron dépend de la longueur du tuyau. D'accord. Et parce qu'il faut comprendre, c'est que la vitesse des électrons dans chaque tuyau n'est pas la même. Hein. Ici, on va dire que j'ai une petite vitesse. Là, ça accélère. Donc là, j'ai une plus grande vitesse. Ça accélère, une plus grande vitesse. Donc la vitesse des électrons dans les tuyaux augmente. Mais dans un tuyau, la vitesse est constante. Dans un tuyau. Donc j'exprime cette vitesse. Hein. Donc voilà, j'ai un tuyau de longueur L. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? Donc dans un tube, la particule parcourt la distance d. On note delta t, la durée correspondante. Après cette durée, donc la tension doit changer de signe. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors voilà, donc là j'ai le graphe de la tension UAB en fonction du temps. Donc pendant cette durée-là, la tension est positive. Voilà. Pendant cette durée-là, la tension est négative, etc. etc. D'accord. Alors, alors voilà, je prends ça par exemple, hein, donc delta t doit correspondre, quand la particule est dans un tuyau, on va raisonner comme ça, on va dire que quand la particule est dans un tuyau, la tension ne doit pas changer. Hein, et puis elle doit changer quand la particule passe dans l'autre tuyau. Hein, on va raisonner comme ça, d'une façon plus simple. Donc on va dire que V, eh bien, c'est égal à L sur delta t. Hein, V égale L sur delta t. Alors delta t, ben, qu'est-ce que c'est? Delta t, c'est la demi-période. Hein, la période, c'est ça. Voilà, delta t, c'est la demi-période. Et la période est constante. Hein. Donc delta t, eh bien, c'est t sur 2. Hein. Donc j'écris t sur 2. Donc du coup, la vitesse, eh bien, je peux l'exprimer, le 2, je le passe en haut, ça fait 2L sur delta t. Alors, pourquoi la longueur des tuyaux doit augmenter? Maintenant, si je regarde les tuyaux, hein, les uns après les autres, eh bien, la vitesse
dans les tuyaux doit augmenter, hein, puisque la vitesse, la particule est accélérée. Donc attendez, je vais exprimer L plutôt, voilà. L, donc L, c'est égal à Vt sur 2. Donc je regarde un petit peu comment, si L est constant. Alors T est constant, T, c'est la période de la tension, T est constante. Mais la vitesse, alors ça c'est pour un tuyau donné. Pour un tuyau donné, on a une certaine vitesse. Mais pour le tuyau d'à côté, on aura une vitesse plus grande. Donc on aura un L plus grand. Pour le tuyau encore d'à côté, la vitesse sera encore plus grande. Donc le L sera encore plus grand. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai dessiné un petit tuyau plus grand, un tuyau plus grand, un tuyau plus grand. La longueur des tuyaux est proportionnelle à la vitesse des électrons, hein, qui augmente. Voilà. Donc c'est ce que j'ai écrit. Donc T égale constante, V augmente, donc T augmente. Voilà. Donc la longueur des tuyaux augmente. Eh bien, on finit avec l'exercice de cours. Donc vous mettez en pause et vous faites cet exercice-là. Alors, donc on étudie l'accélérateur linéaire de particules, le deuxième. Hein. Alors voilà, donc ça c'est le schéma. Donc on a la même, donc on a une tension. Hein, donc voilà, on a une tension U qui est constante entre les deux tuyaux. On a une distance D qui est constante. Voilà, l'électron est ici. Ici, la vitesse de l'électron est nulle. La vitesse de l'électron, on va l'appeler V1 ici. Donc V1 ici, puisque la vitesse est constante. L'électron est accéléré, donc sa vitesse devient V2. V2 tout du long ici. Voilà. L'électron est à nouveau accéléré. Dans ce tuyau-là, la vitesse, on va l'appeler V3. Hein, V3 ici. Tout du long, c'est V3. Voilà, donc la tension entre les tuyaux est constante, la distance entre les tuyaux est constante, le champ électrique entre les tuyaux est constant, hein, puisque c'est U sur D, voilà, U sur D, U est constant, D est constant, sa valeur est notée E. Initialement, la vitesse des électrons est nulle. Dans le tuyau 1, bon, la vitesse est notée V1, dans le tuyau 2, la vitesse est notée V2, donc ça je l'ai dit. Donc on vous demande d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique à l'électron entre les points A et B. D'accord. Bon, bah on l'applique déjà. Hein. Donc, cours. Alors, donc système. Hein. Donc je vous rappelle, quand on applique le théorème de l'énergie cinétique, un système référentiel, bilan des forces. Hein. Donc système électron, référentiel terrestre galiléen, bilan des forces. Alors je ne l'ai pas précisé dans l'énoncé. Donc si ça avait été un sujet de bac, ça aurait été précisé. On néglige le poids, les forces de frottement de l'air, donc il n'y a que la force électrique. Voilà. On dessine cette force électrique. Donc on a A, on a B, la force électrique, on a l'électron, hein, donc chargé négativement, ici c'est chargé positivement, donc la force électrique est comme ça. Voilà. Et bien on applique le théorème de l'énergie cinétique. Donc ECB, hein, EC final, moins EC initial, ECA, est égal à la somme des travaux des forces extérieures entre les points A et B. Alors ce qu'on vous demande, alors voilà, bon, donc je finis d'appliquer. Alors cependant, regardez la question quand même à ce qui suit, en déduire l'expression de l'énergie cinétique EC1. Alors EC1, c'est l'énergie cinétique au point B. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle EC1. Voilà. Voilà. Donc je vais écrire donc EC1 moins. Alors ECA, c'est 1,5 de MV2, mais la vitesse est nulle. Donc ça vaut 0. D'accord. Donc je ne le mets pas. Donc égal 0. Et donc c'est égal à quoi? C'est égal. Le seul travail qu'il y a, c'est le travail entre A et B de la force Fe. Voilà. Donc ça c'est la question, donc c'est le début de la question 1. Donc maintenant en déduire la valeur de EC1, bon, je n'ai qu'à calculer le travail, donc on fait ce petit schéma là. Donc la force AB, donc le travail, ah oui, alors je l'écris quand même, hein, EC1 égale, donc c'est égal à Fe scalaire AB. Alors je dessine le vecteur AB, hein, donc A, B, ça c'est le vecteur AB. À l'origine de ce vecteur, je dessine l'origine de l'autre vecteur, c'est-à-dire du vecteur force, Fe. Voilà. Les deux forces sont collinaires de même sens, donc c'est égal au produit
au produit des normes. D'accord. Donc EC1 égale FE fois AB. Alors FE, c'est égal à quoi? C'est égal à valeur absolue de la charge de l'électron fois QE, hein, à la norme du champ électrique, fois AB. Alors AB c'est égal à D, hein, fois D. Voilà. Et donc maintenant, j'utilise la formule hein, qu'on vous a donnée dans l'énoncé E égale U sur D. Donc U, c'est E fois D. D'accord. Donc ça, c'est U. Et alors QE, bah, je l'écris E. Hein, voilà, on écrit E. Hein, voilà. E fois U. Voilà. Donc EC1 égale EU. Voilà ce qu'on trouve, et c'est ce qu'on vous demandait, puisqu'on vous disait d'exprimer ça en fonction de E et de U. Voilà, c'est fait. Donc question 2. Alors quand l'électron se trouve entre les points C et D, hein, ici, là, alors on vous dit, c'est ce que j'avais expliqué dans le cours, on vous dit que cet électrode est chargé positivement. Voilà. Hein, le potentiel voilà, du tuyau D est positif, et celui-là est chargé négativement. D'accord. Donc il faut à nouveau appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre C et D, et en fait c'est la même question, mais on vous demande EC2. D'accord. Alors, eh bien, je fais la suite. Alors je vais quand même réécrire que EC1, hein, j'avais trouvé ça, hein, EC1 égale EU, hein, on avait écrit ça. Alors le 2, eh bien on écrit, alors je ne vais pas tout reprendre, un système, tout ça, je vais marquer donc l'énergie cinétique finale, donc c'est ECD, moins ECC, égale somme des travaux des forces extérieures entre C et D. Alors, ECC, eh bien, ça correspond à EC2, et ECB, pardon, hein, ECB, ça correspond à EC2, c'est au point D, et au point C, c'est la vitesse V1, hein, c'est la vitesse V1, donc au point C, donc c'est EC1, d'accord. Donc j'écris EC2 moins EC1 égale, alors bon, je vais écrire ici, hein, donc ça fait le travail de la force FE entre C et D. Donc c'est égal, ce travail, alors donc c'est toujours pareil, hein, voilà, C, D, ça c'est le vecteur CD, le vecteur FE il est comme ça, donc force collinaire de même sens, donc produit des normes. Donc FE fois CD, c'est égal à FE fois D, donc FE comme tout à l'heure, hein, c'est EE, hein, comme tout à l'heure, hein, fois D. Donc c'est égal à EU. Bon, je l'écris ici comme ça. EU. Alors EC2, c'est ce qu'on cherche. EC2. Alors EC1, je l'ai, c'est ça. Hein. Donc c'est égal à EU. Donc du coup, EC2 égale, ça je le passe de l'autre côté, donc j'ai 2 EU. 3. Alors, raisonnement identique, on vous demande de déterminer l'énergie cinétique EC3. Donc là, je vais peut-être être un petit peu plus rapide. Hein. Je vais écrire, hein, par analogie, ici, là, hein, EC3 moins EC2 est égal à EU. Hein, on trouve exactement la même chose. Alors, EC3 moins EC2, EC2 c'est 2 EU. C'est égal à EU. Et donc, du coup, EC3, c'est égal à 3 EU. Voilà, donc vous voyez, on commence à voir une formule qui apparaît. Ici, on a EC3 et on a 3. D'accord. Donc, du coup, bah, forcément, EC4, ça va être 4 EU, etc., etc. Donc, on vous demande ensuite, question 4, de déterminer la vitesse, hein, de l'électron, pas l'énergie cinétique, hein, au 10e tuyau en fonction de EU et la masse. Bon, et bien donc du coup, on peut dire que EC10, hein, avec ce qui précède, hein, donc avec ce, ou de ce qui précède, hein, de ce qui précède. 2 points. EC10, hein, on en déduit, hein, EC10 égale 10 EU. Et EC10, eh bien c'est l'énergie cinétique, 1,5 de mv 10 au carré
égale 10 EU. Donc on isole V10, donc ça va faire 20 ici, hein. 20, je divise par m et je mets la racine carrée. Hein. Donc ça fait racine carrée de 20 EU sur m. Donc voilà la vitesse de l'électron après voilà, au 10e tuyau. Voilà, donc ce petit complément est fini.